Parti. Bonjour Franck. Bonjour Sylvain, bienvenue à Miami. Merci et bienvenue à toi sur la chaîne La Marco Immobilier, la chaîne YouTube dédiée à l'IMO et aux crypto. Alors je suis ravi, donc aujourd'hui je suis à Miami. Oui. Je suis dans la copropriété dans laquelle j'ai acheté un appartement en 2013. Village by the Bay. Village by the Bay. Je vous montrerai quelques vidéos de la copropriété. Vous verrez, c'est très luxueux. Et donc tout ça a été possible grâce à Franck Aravia, que j'ai rencontré un peu par hasard en fait, et c'était ma plus grande crainte dans ce projet immobilier parce que j'avais pas de référence, et on s'est rencontré à un salon d'immobilier à Paris, porte de Versailles, voilà. Il y a quelques années, c'était en 2012, ouais, voilà. Et j'ai toujours en fait cet appartement qui est toujours bien loué. Ouais. Alors, écoute, on commence l'interview. Est-ce que tu peux commencer par te présenter? Donc tu es français. J'étais français. Tu l'es toujours, on est toujours français de sang. Selon l'immigration américaine, je suis américain. Tu es américain. Ouais. Et comment on devient américain Rapidement. Rapidement, tu te maries. D'accord. Donc voilà, si vous voulez devenir américain, donc plutôt que d'attendre ou de jouer à la loterie, mariez-vous. C'est compliqué. C'est la procédure est compliquée. Si tu veux si tu veux devenir américain en tant qu'investisseur, tu as des visas investisseurs. Ça prend du temps, ça peut prendre 10 ans. J'ai certains clients qui essayent de devenir américains depuis 10 ans et on leur donne pas la nationalité. Mais bon, il y a des procédures, il y a des... Donc il y a plusieurs voies, et la voie la plus simple, c'est de se marier. Oui, comme le film Green Card. Green Card, ouais. Je te demanderais pas si c'était un vrai mariage d'amour ou si c'était un mariage d'intérêt. Il y a beaucoup de mariages qui sont vrais et qui sont, okay. juste pour la carte, la green card. Donc là, maintenant, tu es donc... Je suis américain depuis 2003. Depuis 2003, et tu travailles en tant qu'agent immobilier depuis... à Miami depuis 15 ans déjà. Depuis déjà 15 ans. Ouais. Et comment est-ce qu'on devient agent immobilier Tu étais pas agent immobilier en France? Je n'étais pas agent immobilier en France, non, j'étais dans les objets d'art asiatiques. Et je suis devenu, je me suis mis dans premièrement, j'étais investisseur immobilier à Los Angeles. D'accord. J'ai commencé ma carrière dans l'immobilier à Los Angeles dans les années 2000-2001. 2001, j'étais en tant qu'investisseur. J'achetais des biens, des maisons, je les retapais et je les revendais. Donc tu faisais donc des opérations de marchand de biens, quoi. Voilà, exactement. Entre Los Angeles, Las Vegas, un peu partout, Los Angeles. Et donc quand je suis arrivé à Miami, j'ai obtenu ma licence d'agent immobilier pour effectivement démarcher les investisseurs européens. D'accord. Donc les clients sont essentiellement européens et sur français, je suppose. À l'époque, oui, je me focalisais surtout sur les investisseurs français, anglais et canadiens qui parlent aussi le français. Donc, mais avec le temps, effectivement, avec les contacts, tout ça, j'ai développé une clientèle américaine. D'accord. Aussi. Et quel est aujourd'hui, en fait, donc après 15 ans d'activité en tant qu'agent immobilier, quel est le pourcentage des Français dans ta clientèle? Je dirais 50-50. D'accord. Aujourd'hui, 50-50. J'ai beaucoup d'Américains depuis Covid. J'ai accumulé une grosse clientèle américaine parce que c'était les acheteurs prédominants en Floride pendant Covid et après Covid. Les Français se sont un peu retenus pendant cette période difficile. Mais j'ai toujours des investisseurs étrangers. 50%, j'ai des investisseurs qui viennent de Londres, d'Italie, j'ai des investisseurs turcs, israéliens. Tu sais, Miami, c'est une ville internationale, hein. C'est un peu comme Monte-Carlo, ouais. Comme New York, comme Paris. D'accord. Très bien. Et toi, tu es vraiment spécialisé dans le North Miami, en fait, où tu travailles partout. Non, je fais Miami Beach, je fais plusieurs comtés, comme on dit. Miami-Dade, Broward, Palm Beach. Je vais jusqu'à Palm Beach si c'est nécessaire. C'est un peu plus haut, hein. Palm Beach, c'est 1 heure. Ouais, 1 heure de voiture d'ici. Donc, c'est Orlando. Je fais Orlando aussi. J'ai vendu pas mal de maisons à Orlando pendant Covid. D'accord. Donc,
c'est selon un peu les opportunités et les demandes. Si ça vaut, si c'est bon pour le business, je vais rechercher des maisons. Et j'ai des investisseurs qui demandent. C'est pas seulement moi qui offre, c'est aussi la demande. Il faut que je suive la demande de mes investisseurs. Donc j'ai des clients qui ont acheté plusieurs maisons à Orlando en 2020 et je les ai aidés à trouver des très bons investissements. Ouais, en tout cas, moi, je suis ravi en fait des investissements que j'ai faits. Hein. Donc j'en ai fait deux, comme j'expliquais dans ma Oui. première vidéo. J'en ai vendu un l'année dernière et je garde un qui est toujours loué en ce moment. Et donc alors, qu'est-ce qu'on doit faire pour choisir un bon agent immobilier quand on veut investir aux États-Unis? Moi, je dis en général, en anglais, on dit referral. So, si tu connais quelqu'un qui te conseille, Ah oui, un agent immobilier, c'est toujours bien. C'est un peu comme dans le métier de la plomberie. Si tu connais si t'as un copain qui connaît un bon plombier, tu as une référence. La référence, c'est toujours bien. Ça te met en confiance, parce que tu sais qu'il y a un historique déjà avec un ami à toi. Ils peuvent te donner un feedback, comme on dit. Après, en général, ça commence comme ça. Ensuite, bon, il faut que tu trouves que tu aies un agent immobilier avec qui tu as un certain feeling. feeling. Il faut qu'il soit un peu sur la même longueur d'onde. Il faut qu'il soit sympathique un petit peu quand même, agréable. Alors moi je fais un aparté si tu permets. Ça c'est très important parce qu'en fait votre agent immobilier va être votre point de contact avec l'Amérique quand vous serez de retour en France. Et c'est vrai que bah enfin nous on s'échange quand même assez régulièrement par mail, par téléphone, par WhatsApp. Et c'est le point de contact américain quand on est de retour en France. Ouais. Donc effectivement, si dès le départ ça colle pas, ça va être un peu compliqué. Ouais, il faut que c'est un certain feeling. Bon, il faut la confiance, évidemment. Il faut que ce soit une relation professionnelle. Donc, tu vois tout de suite quand tu rencontres un banquier ou un investisseur ou un broker dans comment on dit, que ce soit un broker dans la finance, dans la banque ou dans l'immobilier, il faut que ce soit quelqu'un qui tu vois un certain professionnalisme et une confiance, si tu veux. Il faut qu'il t'inspire confiance. Voilà. Ensuite, il faut qu'il soit que tu aies un minimum de warmth, ça veut dire de feeling, de points communs. Oui, tout à fait. Notre point commun, c'est qu'on était français un peu. Ouais, mais moi je me rappelle quand on s'est rencontrés dans un café à Paris, on s'est auto-évalué, autant tu m'as évalué que moi je t'ai évalué en fait. Dans quel sens? Bah, t'as voulu savoir en fait, tu m'as posé des questions, j'ai voulu savoir en fait quel était le degré de seriousness en fait. Ouais. Ça c'est normal. Tu as des questions normales de présentation. Tu veux savoir où effectivement où le client veut aller et ce qui vraiment il est sérieux. S'il a vraiment il a envie d'investir. Ouais. Exactement. Et s'il a les moyens aussi, on verra plus tard dans les questions. C'est important, ça, évidemment, d'avoir oui. les moyens. Le financement est clé pour tout investissement immobilier. Oui, absolument. Et alors quand on veut investir en Amérique et plus particulièrement en Floride, quelles sont les erreurs qu'il ne faut pas commettre? Les erreurs qu'il ne faut pas commettre, il ne faut pas considérer l'Amérique, le système américain compatible au système français. Le système américain n'est pas compatible au système français, comme les prises de courant. Okay? Parce que je sais que les Français, ils ont leur manière de voir les choses, ils ont leur manière de faire le business en France. J'ai encore aujourd'hui des Français qui achètent aux États-Unis et qui me disent souvent « Ah, ben, mais en France, on fait comme ça. » Je comprends bien qu'en France, on fait comme ça. Mais aux États-Unis, c'est fait différemment. Et les Français ont du mal à comprendre. Ça, c'est, je pense, une mentalité un peu européenne, dans le sens où c'est un peu comme le boulanger qui veut importer son pain ici aux États-Unis. C'est une très bonne idée, mais malheureusement, la farine, le beurre, le lait ne sont pas les mêmes. Donc, tu n'auras pas les mêmes produits à la fin de la production. Ouais. Donc, il faut essayer de comprendre le système américain et de l'accepter. Parfois, c'est difficile pour un étranger d'accepter le système parce qu'il est différent. Donc, c'est une ouverture différente, une perception de la réalité qui est différente. Notamment au niveau de la copropriété, effectivement. Moi, ce qui m'avait vraiment frappé quand j'ai investi, et je l'ai expliqué dans la première vidéo que j'ai faite sur l'Amérique, c'est le pouvoir de la copropriété.
Oui, la copropriété aux États-Unis, parce que tu signes des contrats avec une copropriété, a tendance à avoir plus de pouvoir qu'une copropriété en France. Et je le vis aujourd'hui encore avec un client, par exemple, qui est français, qui a une propriété ici depuis des années et qui a du mal à comprendre pourquoi la copropriété a le droit de rentrer chez lui euh, pour faire des réparations ou en général c'est en cas d'urgence, mais parfois ils ont besoin de faire des réparations, ils rentrent, surtout si le propriétaire n'est pas là. Et donc dans sa tête, c'est violation de domicile. Oui. Non. En France, on n'a pas le droit de le faire. Voilà. En France, vous n'avez pas le droit de le Ici, faire. on a le droit. Et moi, j'essaie de lui expliquer parce que je connais bien les règles et les lois aux États-Unis et je parle à des avocats toutes les semaines. Il y a des règles ici. Tu as une copropriété qui a le droit d'entrer chez toi pour certaines raisons. Pas pour n'importe quelle raison, en effet, mais quand t'es pas là, soit tu as un agent qui peuvent contacter et qui peut être là, présent lors de l'intervention, soit sinon, ils ont le droit d'entrer parce qu'ils ont ce qu'on appelle une clé de sécurité. Ils ont la clé de ton appartement. Okay, donc, parfois, ça crée des clashs. Ouais. Moi, je me rappelle, en fait, quand j'ai acheté ici, j'ai eu le droit à un gros bouquin de règles, que j'ai d'ailleurs pas lu, évidemment. Oui, mais c'est vrai. J'ai un bouquin épais comme ça, de règles de copropriété. Voilà. Et j'ai eu le droit aussi à être interviewé, en fait. Ça, en France, on l'a pas. Avant d'acheter un appartement en Amérique, alors je sais pas si toutes les copropriétés le font, mais on doit subir, en fait, un interrogatoire de la copro. C'est pas interrogatoire, c'est une interview. Moi, je l'ai subi comme un interrogatoire, pardon. C'est une interview. On a quand même posé des tas de questions. Ouais. Et en fait, ils ont le droit de bloquer une vente, c'est ça? Ou pas? Les règles disent qu'effectivement, c'est l'ultime, ultimement, ils ont le droit de bloquer une vente, mais bon, ce serait pour des raisons vraiment dangereuses. D'accord, donc ça reste assez exceptionnel alors. C'est exceptionnel, parce que s'ils décident que tu es un danger pour la communauté, pour les voisins, effectivement, ils ont le droit de te refuser mais ça reste très rare. C'est très rare. Bon, nous voilà rassurés. Miami, hein, rappelle-toi, il y a beaucoup de gens qui viennent à Miami, de pays très différents et de cultures très différentes. Ça peut être compliqué parfois, mais en général, non. Le but de l'interview, en fait, c'est de t'exposer aux règles, the rules and regulations, comme on dit en anglais. Il veut t'expliquer, voilà, selon les règles quelles sont les règles de la communauté, et on vous demande bien de voilà, les respecter. Voilà, tout simplement. Voilà. Donc, et puis bon, des fois, il y a des rappels à l'ordre. Hein. Moi, je sais que lorsque mes locataires ne sortent pas la poubelle le bonjour, j'ai le droit à un mail de rappel. Assez violent. Ah bon, tu as reçu des emails? Oui. En général, ils s'adressent directement aux locataires. Ouais, j'étais en copie, en fait. Donc, oui, ils te mettent en copie, d'accord, mais en général, ils s'adressent aux locataires et effectivement, le locataire doit respecter les règles, les règles de copropriété. Voilà. Bon. Donc on l'a bien compris, les règles sont assez différentes. Il faut vraiment s'imprégner de culture américaine si on veut faire un investissement en Amérique. Et il faut être ouvert à tout, quoi. Et on a abordé le problème du financement. Donc quel est en général tes clients, ils achètent en cash ou ils contractent un crédit dans leur pays d'origine avant d'acheter, ce qui était mon cas, moi. Ouais, donc il y a beaucoup, effectivement, il y a tous les cas de figure. Okay, il y a le cas de figure cash. Moi, j'ai fait beaucoup de transactions cash avant Covid. Mais il y a aussi beaucoup de clients, d'investisseurs qui obtiennent un prêt en France. Oui. Et quel est le pourcentage de clients qui achètent? Parce que moi, je trouvais ça très compliqué de contracter un crédit pour un investissement outre-Atlantique. Alors, quel est le pourcentage de tes clients qui ont un crédit? 80% cash. 80% cash. Les Français. S'ils obtiennent un prêt en France, ils sont considérés ici comme acheteurs cash aux États-Unis, parce qu'ils amènent de l'argent ici. Donc, il est impossible pour les étrangers de faire un crédit en Amérique, en revanche. C'est pas impossible. C'est compliqué. Aujourd'hui, plus qu'avant. OK? Parce que les banques aujourd'hui sont très strictes au niveau prêt immobilier aux étrangers qui sont résidents à l'étranger. Ils ne sont même pas résidents ici. Parce qu'il y a des cas aussi des gens qui sont pas américains, mais ils sont résidents aux États-Unis. Ils vivent 6 mois et 1 jour aux États-Unis. Donc tout dépend de ton statut
Les banques peuvent prêter si, par exemple, tu ouvres un compte ici, tu mets de l'argent, tu mets du cash sur ton compte, certaines banques prêtent. D'accord. Tu comprends? Mais il faut que tu aies un compte et que tu mets de l'argent sur Un certain pourcentage. Un certain pourcentage sur le compte en banque. À peu près 20 ou 30? 20%. 20%? D'accord. Bah, c'est quand même... Comme sécurité. C'est comme sécurité. Ouais. Mais ça reste quand même, avec 20% d'apport, ça reste quand même compliqué de faire un crédit. Les taux, je pense, sont assez importants. Oui, non, 20% d'apport, non. En général, quand tu es étranger, aujourd'hui, à l'époque, c'était plus facile. Avant 2008. Aujourd'hui, c'est minimum 50%. C'est 50%. Ah, d'accord. Donc la moitié. La moitié. D'accord. Ok. Bon, bah c'est intéressant. Ok, ouais. Super. Et ils prennent quand même le bien en garantie. Hein. Oui. Tu dis le bien à l'époque, la garantie du bien était suffisante pour la banque. Aujourd'hui, elle ne l'est plus. Oui, parce qu'il y a eu la crise de 2008. Depuis la crise de 2008. D'accord. Ouais. Ok. Alors, donc aujourd'hui, donc on est en décembre 2022, on a pratiquement une parité euro-dollar. Est-ce que c'est toujours intéressant d'investir en Amérique? C'est toujours intéressant d'investir en Amérique parce que l'Amérique est en pleine expansion au niveau immobilier. La croissance est forte. Donc les prix vont continuer à monter alors? Les prix, non. Alors la croissance et l'immobilier, c'est deux choses différentes, ok? Parce qu'il y a t'as la consommation qui est 70% de la croissance aux États-Unis. Donc la consommation est toujours là. Les raisons varient selon les partis politiques à qui tu demandes, mais apparemment, parce qu'il y a eu beaucoup d'argent qui ont été débloqués pendant le Covid, et apparemment il y a des gens qui ont reçu beaucoup d'aides. Des benefits, on appelle ça federal benefits, et ça leur a permis de dépenser beaucoup d'argent. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a un problème au niveau de l'emploi. Aujourd'hui, il y a pas assez de gens, il y a trop d'emplois. Il n'y a pas assez de gens qui veulent travailler. Les gens oui. Donc il n'y a pas de chômage. Il y a pas de chômage. Il est à 3,5%, je crois. Ouais, bon. Le chômage est très bas. Et apparemment, c'est très compliqué parce que depuis Covid, les choses ont complètement été bouleversées depuis le travail à domicile, sur Internet, Zoom. Les gens ont reçu des acquis, par exemple le droit de travailler à la maison, et ils veulent le garder. Il y a des gros problèmes à New York maintenant. Les hedge funds, ils exigent les grosses compagnies en Californie, ils exigent un minimum de présence au bureau. C'est comme en France. Hein. Voilà. Donc, et les gens résistent. Donc, c'est compliqué. D'accord. Et il y a en même temps d'autres gens qui ont décidé de changer de carrière. Bon. D'accord. Alors, donc, tu dis, pour revenir à l'immobilier, tu dis, en fait, donc, les prix sont assez hauts en ce moment. Les prix mais ils vont plus continuer à monter. Explosé. Oui. Pendant Covid. L'été 2020 ont explosé pendant Covid parce que il y a eu des migrations, si tu veux, parce que c'est pas le cas partout. Il y a eu des migrations, surtout en Floride. Beaucoup d'Américains de New York ont décidé d'acheter en Floride, Californie, du Nord, même du Texas. Ils ont décidé d'investir parce que c'était à cause des règles, si tu veux, un peu étouffantes de ces États qui étaient imposés sur leurs résidents, et ils avaient l'impression de venir en Floride et d'être dans un pays libre. J'ai des clients de Washington qui me disent, je viens ici en Floride, je me sens libre. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire, oui. Ouais. Donc il y a eu énormément d'Américains qui sont venus en Floride acheter. Qui ont acheté des maisons, ils se sont jetés, parce que à l'époque, comme en France d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui sont sortis des grosses agglomérations, et ils ont voulu acheter une maison avec un terrain, un jardin pour respirer. La même chose ici. Donc le prix des maisons, a explosé, et a suivi le marché des condos. D'accord. Okay. Et alors aujourd'hui, quel est l'intérêt d'acheter à ce niveau de prix Est-ce que c'est intéressant? Toujours. Tout dépend de ton retour sur investissement, parce que les loyers aussi ont énormément augmenté. Oui, c'est vrai. Donc tant que les loyers augmentent, même si tu achètes cher et que ton loyer est fort,
tu fais toujours un bon retour sur investissement. D'accord. D'accord? L'important, c'est de faire une bonne fiscalisation, défiscalisation pour payer le moins d'impôts possible. D'accord. Ok. Très bien. Bon, alors, je suis français, je vais acheter en Amérique, je choisis un appart, je fais une offre, elle est retenue. Ouais. Mais en fait, comment est-ce que je peux rassurer le vendeur sur la crédibilité de mon dossier? Est-ce qu'on va me demander des documents? En général, oui, tu montres la preuve des fonds. Je montre la preuve des fonds, en fait. La preuve des fonds, et en général, c'est compte en banque, c'est une copie de ton relevé bancaire. Tu montres que les fonds sont disponibles sur un compte bancaire. Donc c'est très simple en fait, il faut juste montrer qu'on a du cash et puis voilà. Absolument. Bon, comme en France en fait. Et la copropriété, donc on l'a abordé tout à l'heure. Donc l'acheteur va passer une interview en fait auprès de la copropriété. Est-ce que la copropriété est en droit de demander des documents aussi à l'acheteur? Au nouveau propriétaire. Au nouveau propriétaire. Oui. Oui, en général, parce que la copropriété, ce qu'on appelle screening. Ouais. Ils veulent t'évaluer et être sûr que tu es dans les règles et que tu payes tes charges, quoi, en fait. Oui, effectivement, que tu payes tes charges et parfois ils te demandent des réserves en avance. Que tu payes 2-3 mois de charges en avance. Aujourd'hui, ça se fait beaucoup plus qu'avant. Ah, moi, j'ai pas eu droit à ça. Non, parce qu'à l'époque, ça se faisait moins, mais aujourd'hui, ils peuvent te demander, si tu es étranger, de mettre 4 mois de charges mensuelles sur le compte en banque. D'accord. De payer à l'avance, je veux dire. Oui, c'était clair. D'accord, parce que moi je me rappelle quand j'ai acheté, on m'avait demandé des tas de documents. Alors c'était pas l'acheteur, c'était la copropriété. On m'avait demandé des copies d'avis d'imposition, les 3 dernières fiches de paye, des trucs hallucinants. Mais bon. Oui, il faut juste s'assurer que tu as les moyens de payer les charges. Voilà. Parce qu'il y a énormément d'investisseurs d'autres pays pendant la crise. Ce sont des règles qui sont tombées après la crise de 2008, quand il y avait énormément d'investisseurs qui ont décidé de disparaître. Quand ils ont réalisé que leurs biens valaient la moitié du prix qu'ils avaient acheté, ils ont dit on va arrêter de payer les charges. Les charges, bien sûr. Voilà. Et puis ça a créé beaucoup de foreclosure. Ouais. Ça a créé énormément de problèmes pour les managers, pour les copropriétés. Pour la copropriété, ils devaient payer quand même chaque mois les charges de l'immeuble. Alors ce que sont devenus ces biens laissés en jachère du coup? Ces biens en général ont été repris par la copropriété. D'accord. En foreclosure, ça veut dire qu'ils ont repris le bien à la banque. Foreclosure, en fait, c'est une vente aux enchères, c'est ça? Vente aux enchères. Oui, d'accord. Et donc, effectivement, la copropriété a le droit de mettre ton bien en vente. Si tu payes pas, tes charges. D'accord. C'est important de savoir ça. Donc, Okay. En général, j'explique ça aux clients, aux investisseurs qui sachent vraiment les règles. Ouais. Ok, bon. Donc, je pense qu'on a fait le tour, non, sur l'investissement, sur un achat, surtout quand tu es français. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter? Oui, la fiscalité. La fiscalité. Aussi, le fisc américain a le droit de mettre ton condo en vente aux enchères. Si tu ne payes pas tes impôts. Si tu ne payes pas tes taxes foncières. Taxes foncières. Sur 3 ans. Au bout de la 3e année, ils ont le droit de mettre ton condo aux enchères. D'accord. Et récupérer l'argent. Donc en Amérique, on fait pas n'importe quoi, on fait vraiment gaffe. Donc c'est très important de respecter, les lois. De connaître et respecter les règles et les lois fiscales aux États-Unis et aussi d'immigration, ça va avec. Bien sûr. Donc une fois qu'on a acheté, bon, ça pour le champagne. On va à la piscine. Oui, on a fait une petite vidéo de la copropriété tout à l'heure. Et après, donc, tu t'occupes de la gestion locative. Absolument. Donc, alors, ce qui est important de savoir lorsque vous achetez un bien, c'est qu'il faut vraiment regarder, et ça apparaît dans les listings, si on peut faire du short term ou pas. Oui. Si on peut faire du meublé ou pas, c'est ça? C'est ça. Si c'est court terme, il y a certains immeubles qui te permettent de louer en général 6 mois à 1 an. D'autres immeubles qui ne font que 1 an de location minimum, et il y a même d'autres immeubles qui ne font aucune location, qui n'autorisent aucune location. Donc ça c'est vraiment important de se renseigner avant même de visiter le bien. Si vous faites un investissement locatif, si vous ne pouvez pas le louer, c'est dommage. C'est pour ça que c'est au rôle de l'agent de bien savoir ce que son investisseur, son client désire faire avec son bien. Si tu veux faire du short term, je ne peux pas te faire acheter dans des immeubles où on fait que du long terme.
ce qui est important, c'est de voir en fait si on peut louer à court terme et le retour sur l'investissement. Okay. Et donc au niveau de la tarification, donc ça coûte combien? Donc toi tu fais de la gestion locative, tu peux nous parler de tes tarifs? En général, dans l'immobilier, la commission qui revient aux agents qui sont partie de la transaction, 6% au total. Ça c'est à l'achat? C'est à l'achat et à la vente aussi. Oui, à l'achat et à la vente, oui. Okay. Donc c'est 3% pour toi, 3% pour ton frère. Absolument. Et en général, il y a deux agents qui sont dans la transaction. C'est l'agent qui représente l'acheteur et un autre agent qui représente le vendeur. Parfois, un agent pour représenter le vendeur et l'acheteur. D'accord. Donc du coup, c'est bien parce qu'il prend 6% de la transaction totale. Il prend 6% et parfois, effectivement, il y a des négociations qui se font quand les deux parties, l'acheteur et le vendeur, savent qu'il y a un agent qui s'occupe de la transaction et leur demande peut-être de baisser la commission. Donc ça se fait en général quand il y a des gros montants. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Au-dessus d'$1 million, $2 millions, et ça dépend si c'est un investissement commercial ou résidentiel. D'accord, ça marche. Et quels sont les coûts en fait, tes grilles tarifaires pour la gestion locative? Donc pour la gestion locative court terme, type Airbnb ou long terme? Donc pour la gestion locative en général, c'est du 4 à 5% par an. Des loyers? Des loyers. D'accord. Okay. Quel que soit en fait le type de location? Non, long terme, location long terme, c'est 12 mois, renouvelable. Si c'est du court terme et si tu dois intervenir en tant que manager de la propriété chaque mois ou toutes les 2 semaines parce que tu fais du court terme, ça engage beaucoup plus de responsabilités, beaucoup plus de travail. Tu comprends? Surtout au niveau management. Donc ça peut aller jusqu'à 25-30%. Ça c'est pour mes frères. Moi, pour te donner une comparaison, les hôtels qui font résidence hôtel, ils te prennent 50% de, donc ça reste quand même frais de management. Bon marché. Ouais. Très bien. Ok. Et oui, là je reviens en fait sur l'achat. Est-ce qu'aujourd'hui on peut faire, il y a quelques transactions qui se font en Bitcoin. Est-ce qu'on peut acheter des biens en Bitcoin en Floride? Ça s'est fait, ça a déjà commencé depuis 2019. La première grosse transaction, une grosse maison qui s'est vendue à Miami Beach, c'était dans les environs de $5 millions. Ça s'est fait en Bitcoin. À l'époque, Miami était la ville numéro 1, encore jusqu'à l'année dernière, parce qu'il y avait une grosse conférence ici qui était organisée par le maire de Miami-Dade. Bitcoin. Oui, il y a des forums en fait à Miami régulièrement. Extraordinaire sur Bitcoin et cryptocurrency. C'est pas seulement Bitcoin, hein. C'est les crypto-monnaies. Crypto-monnaies. Maintenant, la tendance est en train de changer parce que la situation au niveau cryptocurrency, les valeurs ont baissé. Donc, parce qu'il y a une manque de confiance, si tu veux, en crypto-monnaie. Et je pense que tant qu'il n'y aura pas de régulation de la Fed, du gouvernement américain, il n'y aura pas assez de confiance dans la monnaie crypto. Parce que je veux dire, il faut vraiment qu'il y ait une régulation sérieuse et qu'elle soit considérée comme securities on a besoin de meilleures règles strictes pour contrôler la crypto-monnaie. Je ne sais pas si tu es au courant de FTX. Merci. Ouais, d'accord. Donc, alors pour résumer, en fait, aujourd'hui, ça dépend en fait du vendeur, s'il accepte ou pas de récupérer des bitcoins ou autre. Ah oui, ça dépend du vendeur, absolument. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de loi qui interdit de faire une transaction en crypto-monnaie. Alors pour nous, investisseurs étrangers, c'est vraiment pratique d'acheter en crypto-monnaie. Parce qu'une des difficultés que j'ai eu moi, c'est de transférer l'argent de la France vers l'Amérique. Je l'ai expliqué dans ma vidéo. Bon, après, je passe par une tierce partie qui s'appelle OFX et qui est vraiment professionnelle, qui est basée à Londres. Mais les banques françaises, c'est une catastrophe, en fait. Vous savez pas quand est-ce que ça arrive. 2, ça coûte très, très, très cher. Les virements internationaux coûtent très cher. Et en plus, il n'y a pas de garantie de change. Donc, vous envoyez votre argent, des grosses sommes d'argent, outre-Atlantique, et vous priez que ça arrive à destination. Non, en général, ça prend un transfert, un wire transfer, ça prend 72 heures maximum. Alors moi j'ai eu des problèmes en fait avec une des banques françaises avec lesquelles je travaillais. Et, bon,
j'explique ça dans ma première vidéo. Mais pour revenir aux cryptocurrencies, je veux dire, si on achète en crypto-monnaie, c'est instantané. Il n'y a pas de frais. Et si jamais ça se généralise, je pense que ça va être beaucoup plus simple pour les investisseurs étrangers d'investir où vous voulez, en fait, même en Chine ou au Japon, enfin où vous voulez. Enfin, moi, j'y crois beaucoup, d'où le pan de ma chaîne qui va traiter des crypto-monnaies. J'attends ça avec impatience. Voilà. Enfin, jusqu'à présent, la majorité des transactions sont faites en dollars. Mais c'est intéressant de savoir qu'il y a eu quelques transactions à Miami. Très bien. Bon, bah écoute, est-ce qu'on a fait le tour? Je pense. Est-ce que tu nous offres une visite d'un appartement à vendre? Oui, absolument. Ah, merci Franck. Absolument. Allez, on se retrouve dans une prochaine vidéo pour visiter un appartement à vendre. Avec grand plaisir.